Donc, thème 1, axe 2, enjeux diplomatiques et coopération. Alors, tout d'abord, première partie, coopérer pour développer la recherche et la conquête spatiale. Tout d'abord, coopérer pour fixer un cadre législatif à l'espace extra-atmosphérique. Ça existe depuis longtemps. Depuis 1958, un comité des utilisations pacifiques de l'espace atmosphérique a été créé par l'ONU. C'était une instance de dialogue pour éviter que la course à l'espace devienne conflictuelle. Un bureau des affaires spéciales a été également créé par l'ONU à Vienne pour enregistrer les objets lancés par des hommes dans l'espace et ainsi éviter les collisions. Il y a même un traité de l'espace qui a été signé en 1967 pour garantir l'accès de tous les États à l'espace, en faire un bien commun, pour interdire l'usage d'armes de destruction massive et également pour garantir un devoir d'assistance envers les astronautes. On peut également évoquer le traité sur la Lune qui avait été mis en place en 1979 pour en faire un patrimoine commun de l'humanité, mais il a été très peu ratifié. Deuxième idée, coopérer pour mutualiser les moyens. Effectivement, on peut évoquer pendant la guerre froide l'URSS et les États-Unis qui coopèrent lors d'une mission entre Soyouz et Apollo en 1975. On peut également évoquer l'exemple de l'Europe, qui a créé sa propre agence spatiale européenne pour être indépendante et avoir son propre lanceur, qui s'appelle Ariane. On peut citer l'exemple de la France, qui a coopéré avec l'URSS pour envoyer son premier spationaute en 1982. On peut évoquer l'exemple de la Station spatiale internationale, qui a été mise en place à partir de 1984, mais ça, nous en parlerons en classe. Troisième idée, il y a aussi une coopération qui est remise en cause pour des raisons financières et économiques. La conquête de l'espace coûte cher, le financement de la station internationale coûte cher, donc certains États se désengagent, incitent plutôt les investisseurs privés à s'impliquer, ce qui pose la question de leur implication dans la conquête de l'espace. Nous le verrons également en classe, avec la remise en cause du traité sur la Lune, qui autorise les entreprises privées à exploiter les ressources de cet astre. Donc, deuxième partie, rivalité et coopération dans le partage, l'exploitation et la préservation des ressources des mers et des océans. Tout d'abord, quelles sont les règles du partage des océans? Alors, depuis le XVIIe siècle, le principe de la liberté des mers est acquis. Mais au XIXe siècle, les rivalités, les revendications des États sont croissantes. Les progrès techniques favorisent une exploitation accrue des mers et forcément démultiplient les tensions interétatiques. En 1982, une convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été signée par la plupart des États qui partagent les espaces maritimes en mer territoriale, ZEE, haute mer. Donc c'est la naissance d'une véritable souveraineté maritime. Tout ça, vous pourrez le voir dans le cours de géographie. Vous devez connaître ces termes et vous avez compris que l'enjeu, c'est de concilier territorialisation des mers, liberté des mers et leur protection. Alors il y a aussi des conflits à réguler. On considère qu'il y a au moins 80 litiges frontaliers. Vous devez être capable d'en citer quelques-uns, notamment la Bolivie qui souhaite retrouver son accès à la mer, perdu suite à une guerre contre le Chili. Il y a aussi l'exemple de la Chine que vous verrez. Donc il existe différents organismes intergouvernementaux pour régler différents litiges. Vous devez les connaître, alors j'en cite quelques-unes. La Commission des limites du plateau continental pour les demandes d'extension de la ZEE, l'Autorité internationale des fonds marins, les différents tribunaux comme le Tribunal international du droit de la mer et enfin, comme dernier recours, la Cour internationale de justice. Enfin, dernier point, il faut aussi coopérer pour préserver la haute mer, la préserver de la surpêche, de la pollution, du réchauffement climatique. Il faut aussi sauvegarder certaines espèces en voie de disparition, comme les poissons migrateurs. Un accord a été signé en 1995. On peut penser aux baleines. Et puis, plus récemment, on voit que le droit de la mer est encore en construction. On cherche à créer un instrument juridique plus contraignant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine. Alors tout cela, nous le reverrons, nous le compléterons en classe.